Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour à tous, cette semaine suite et fin de l'interview de Mehdi. Donc là, concrètement, on va voir comment il a travaillé avec les RH et comment il a travaillé avec les partenaires sociaux, tout en faisant accepter la démarche à l'ensemble des salariés. Et là, le plus dur, c'est d'arriver à convaincre le top management que, OK, on a beaucoup investi sur l'agilité, et ben on va remettre le couvert, à peu près la même chose. Ça va coûter autant pour faire de l'agilité à l'échelle. Et là, ils nous ont regardé, enfin, c'était pour eux, tu sais, un peu, je sais pas, la plus grosse mauvaise nouvelle qu'on leur ait donnée. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir d'un C'est moment... normal, le changement fait toujours un peu peur. Oui, et puis surtout, comme je le disais, hein, l'agilité fait pas des équipes meilleures, mais permet d'identifier les problèmes plus vite. Et quand on est arrivé avec plein d'équipes agiles, on leur a expliqué, bah, écoutez les gars, c'est simple, vous vous retrouvez avec plein d'équipes qui sont presque autonomes, mais qui se retrouvent aujourd'hui à avoir des variations, on va dire, de prédictibilité, pour revenir dessus, à cause de leur dépendance avec leurs petits copains d'à côté, à cause des dépendances avec un logiciel ou une application transversale. Euh, donc, nous, ce qu'on va vous faire, ce qu'on va vous promettre, c'est en fait l'agilité à l'échelle va vous permettre de mieux prendre en compte l'alignement de l'ensemble des équipes, parce que quand on a plein de petites équipes agiles, elles vont chacune dans leur sens, mais pas forcément dans le même. Sur un grand groupe, ça marche pas trop. Et en plus, elles sont ralenties par les autres équipes qui avaient prévu de faire autre chose. Donc là, c'est là où on a commencé à introduire des notions de safe, mais on n'a pas commencé par safe. Dans le même sens, dans le sens du Oui, train, si je exactement. puis dire. Mais le train, en fait, quand on a... Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, la première fois que Safe m'a présenté un train, le ART, Mm. j'étais là genre, C'est qu'est-ce le que c'est que Agile Release Train. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va mettre des équipes entre 50 et 100, enfin, entre 50 et 150 personnes autour d'un truc, un train. Et on n'est pas, je sais pas la SNCF. Nous, on fait des voitures, c'est ce que tu t'es dit. Exactement. Donc là, on a eu un petit souci, c'est qu'il y a certains mots de vocabulaire de Safe qu'on n'a pas pu utiliser. Et surtout, pour constituer des trains, il faut avoir une vision très claire de son portfolio. C'est-à-dire que, en gros, le portfolio, on pourrait dire, c'est un portefeuille en français, un portefeuille de produits qui sont censés concourir au même objectif final. Mais nous, on Ce qui était était le cas, Renault. j'imagine. Oui, totalement. Nous, on était Renault Digital, donc on faisait des produits un peu De en votre dehors de côté. la DSI. La DSI a été construite comme une DSI traditionnelle, hein. C'est en face d'un métier, on met une DSI et ils font ce qu'il y a à faire, sachant que les problématiques Renault peuvent être très transverses, hein. Il faut imaginer une longue chaîne de production pour une voiture, hein. C'est on design la voiture, on regarde la faisabilité technique, on commence à mettre en œuvre la conception technique de la voiture, hein. C'est la portière, elle sera où, comment on va faire mettre un phare, comment on aura le tableau de bord qui s'intègre, et ainsi de suite. Et après, on commence à se dire comment on va fabriquer la voiture. Donc, on met une chaîne de production, donc c'est-à-dire les machines et les hommes qui vont concrètement assembler la voiture. Puis après, comment on va fabriquer des pièces de rechange et s'assurer que nos clients ont une voiture avec un délai raisonnable, et quand ils ont un problème, ils ont bien la pièce de rechange qui sera Il y a le disponible. SAV derrière. Exactement. Donc, si on commence à siloter tout ça, ça devient compliqué. Donc l'idée, c'est d'arriver plutôt avant Safe en disant, bah, écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder votre portfolio, donc d'essayer de construire des portefeuilles de produits par DSI, avec évidemment les produits Renault Digital, et, regarder comment ils sont liés ensemble. Donc déjà, passer de la perspective projet à produit, c'est déjà pas facile, hein, parce que l'idée, c'est d'avoir quelque chose... Enfin, la différence fondamentale qu'on a essayé d'introduire, c'est un projet, c'est un truc qu'on fait dans un temps limité qui doit faire évoluer une application.
à un produit, c'est plutôt une somme d'applications ou de bouts d'applications qui vont servir une personne pour un objectif métier. Bon, c'était un peu une définition très rapide, mais bon, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Et ça marchait pas, parce que il a fallu en fait, bêtement, on est repassé par une réorg. L'idée, c'est que la complexité, c'est faire une réorg avant de mettre en place de l'agilité à l'échelle. Ça veut dire que les RH et le top management aient compris les concepts d'agilité à l'échelle avant même qu'ils l'aient vécu. Donc, Oui, pour la ouais, deuxième fois de ma vie, parce que j'ai eu la même chose chez AXA, pour la deuxième fois de ma vie, on a eu une réorg pas forcément parfaite, avec une tentative de réduire le middle management. Hein. Ça, c'est souvent ce qui se passe dans les réorgs. Hein. On veut essayer de diminuer le coût du pilotage, qui fait qu'on a eu un truc qui a permis d'avoir des concepts d'agilité à l'échelle, donc d'avoir de nouveaux rôles qui ressemblaient à peu près à ce qu'on voudrait, des structures pas forcément parfaites en termes de, si on regarde les trains à la Safe, hein, donc Mmh. vraiment ce flux de valeur à destination d'utilisateurs finaux qui sont peut-être des utilisateurs au sein de l'entreprise ou des clients finaux. Donc là, c'est le jeu où il y a une réorg, on arrive avec notre portfolio et maintenant on fait matcher les deux. Et là, patatras, il faut un énorme travail pour arriver à réconcilier ces fameux trains où tu as plein de gens qui travaillent sur le même objectif et des organisations et des rôles qui ne sont pas forcément alignés. Donc là, c'est intéressant dans le sens où c'est là où on commence à se dire, safe, je vais pas pouvoir le mettre en place, Ouais, là, c'est ton premier mur finalement. oui. Et qu'est-ce qu'on fait des anciens rôles? Comment on les recycle? Typiquement, les RH, ont fait beaucoup de C'était un travail, sujet. hein, mais ils se sont retrouvés à avoir utilisé des rôles, ou des jobs, hein, je sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà, un job, on va dire un job. Faire des job description. Ouais. Sauf qu'ils ont fait des job descriptions partant de là où on était. Donc c'est-à-dire on avait des chefs de projet ici, qui sont devenus des sortes d'hybrides chefs de projet et Scrum Master. On avait des managers de ces gens-là qui sont devenus un hybride entre un product manager, Ouais, et puis le danger de ça, c'est que du coup, les gens pensent que le Scrum Master, c'est le nouveau chef de projet, quoi. exactement. Et en plus, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans une grande boîte du CAC 40, le chef de projet ici, il a du sens dans le sens où c'est lui qui travaille avec le partenaire. Donc toutes les boîtes de conseil, nos sous-traitants, c'est lui qui gère leur onboarding, la gestion de la facturation, la relation avec les commerciaux ou les managers. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. Et filer ça à un Scrum Master, c'est complexe parce que en fait, il peut être jugé parti. C'est-à-dire, en rétro, il y a un de ses prestataires qui fait la moue en disant, vous me donnez pas les moyens d'atteindre les objectifs que vous m'avez fixés. Le gars, il fait, écoute, t'inquiète pas, on va aller voir ton commercial. Heureusement, il y a quelque chose de plus fort que ça. Ça s'appelle l'humanité. OK. Et Dis-nous. non, mais ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est finalement ces fameux hybrides chef de projet et Scrum Master étaient plus, grâce à la montée en maturité sur l'agilité qu'ils avaient eu et aussi à la culture d'entreprise qui est quand même, pour les opérationnels, très tournée vers l'humain. Ils ont réussi à faire la part des choses. Et en plus, ils ont été très demandeurs de clarifier concrètement ce qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire que après la réorg, moi j'ai passé 4 à 6 mois à faire des gros workshops avec ces gens-là en disant voilà ce qu'il y a dans votre job desk, qu'est-ce que vous faites concrètement dans la vraie vie en fait. Et maintenant on va faire une sorte d'analyse de gap entre la job desk RH et la réalité du terrain. Et on va regarder ce que ça veut dire et remonter à vos managers, remonter au RH les différences pour qu'on puisse tous être plus à l'aise avec votre mode de fonctionnement. Donc finalement, il y avait même ce côté itératif avec les RH pour dire, finalement, c'est quoi le job de demain, Ouais. chez Renault Digital, quoi. Ouais, et c'est là où on a commencé, nous, à introduire toute cette notion de rôle. C'est-à-dire qu'en plus du job, on a introduit des rôles. En gros, c'est au-delà de la fiche de poste et du contrat de travail, hein, parce que c'est ça qui est en jeu. Et il faut imaginer, côté RH, hein, c'est très important parce que en fonction de ton grade, de ton job et de tes années d'expérience,
ils font des projections sur l'avenir du nombre de managers qu'ils auront, du nombre d'experts qu'ils auront, des salaires de variation. En fait, il y a un gros boulot RH derrière qui fait que quand on arrive, nous, avec l'agilité, en disant, bah non, en fait, lui, il sera plutôt chef de projet, lui, il sera plutôt Scrum Master, et lui, on va le mettre sur quelque chose, alors il va aider le product owner, donc il va aider le métier à écrire ses user stories. Eux, ils sont perdus, et surtout, on est quand même dans une impossibilité, quelque part, de tout changer du jour au lendemain, comme on voudrait. Donc, on introduit ce qu'on appelle un rôle, c'est-à-dire, c'est une casquette en plus du job, qui doit être reconnue par l'ensemble de l'organisation. Et c'est là où, quand on est coach agile, on commence à prendre son petit bâton de pèlerin et on va voir tous les comités de direction, les RH, et leur expliquer. On a vu avec eux ces différents rôles qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise et pour développer nos produits digitaux. On vous propose que ce ne soit pas inscrit dans un job parce que c'est compliqué, mais de le valoriser, vous, en tant que manager, au moment critique des gens, hein, c'est au moment des objectifs annuels et des évaluations de performance. Voilà. Donc, c'est là où, comme je disais, hein, pour moi, ce qui est vraiment fondamental avec l'agilité, c'est individu et interaction, plus que processus et outils. Donc, vraiment, c'est important d'avoir des processus et des outils. Hein. Faire des évaluations, c'est quelque chose de légal, c'est obligatoire. Eh ben, on a réussi à discuter avec l'ensemble des parties prenantes sur cette idée de comment on va adapter notre mode de fonctionnement pour que, en fait, on atteigne tous le même objectif, c'est mieux bosser ensemble. Et est-ce que tu as fait des petits ateliers retour avec les RH pour voir, c'est-à-dire comment ils ont vécu ce changement en fait? Parce que là, vous avez trouvé une solution un peu hybride qui est de dire je rajoute un rôle. Mm-hmm. Et je pense que c'est pas évident pour eux parce que je pense que techniquement, enfin, si on mixe le légal, les syndicats, les choses comme ça, c'est pas évident. C'était quoi un peu le ressenti, on va dire, à chaud, puis à froid? À chaud, c'est non. C'est la première chose qu'un RH va dire: «Non mais attendez, non, no way, vous n'allez pas tout changer». En fait, on est quand même dans une entreprise, qui est, alors Renault Digital, c'est une convention collective assez particulière, on est Syntec, hein, c'est parce qu'on est une petite boîte, mais Renault, c'est la convention métallurgie. Donc là, tout d'un coup, vous arrivez avec des gens qui ont un monde, qui ont une histoire, 120 ans, plus de 120 ans, Renault, et ils te disent: «Non, non, on va pas le faire, ça va pas être possible». Et après, c'est à nous de travailler, c'est ce que je disais, hein, je faisais des ateliers avec les gens qui subissaient au quotidien cette dissonance entre leur job et leur réalité. On a commencé à définir des grilles de compétences, c'est-à-dire on a aidé les RH à définir des grilles de compétences, des parcours de carrière, de faire on a réussi, et en plus on a eu de la chance, on a eu des RH top. Ils ont été d'accord pour faire des auto-assessments, et donc ils ont entre les formations qu'on proposait, parce qu'on a beaucoup formé les gens, ces grilles, etc., ça s'est passé. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur le dernier rôle en date, qui est le Release Train Engineer, qui est en fait, en gros, TE. la personne, le RTE, qui aide à travailler sur le cadencement de ces trains là où il y a 50 à 150 personnes, qui a un rôle très transverse, et ce ne sera pas un job, ce sera un rôle. Et ce qui est important, c'est que c'est un rôle qui est demandé, et demandé par les opérationnels et par le management. Donc là, quand on arrive devant les RH, forcément, ils nous aident, hein. Et ça, c'est cool. Donc finalement, tu penses que le fait d'avoir réussi à impliquer les RH, est-ce que c'est plus par le fait que le reste du COMEX était impliqué et voulait faire vivre l'agilité, et finalement en donnant mission, ce qui a abouti à ce que les RH fassent ça, ou c'est aussi parce que vous avez pu démontrer c'est quoi la valeur, en fait c'est quoi le bénéfice? Moi, si j'étais RH, si tu viens me voir comme ça, je me dirais ok, bon, ils ont l'air un peu fous avec leur safe, leur agilité à l'échelle, mais qu'est-ce que moi, RH, ça va m'apporter à mon métier? Et surtout, finalement, en tant que RH, qu'est-ce que ça va apporter aux gens de mes équipes? Donc finalement, est-ce que c'est plus l'un que l'autre? C'est les deux? C'est comment tu l'as vécu, en tout cas, chez Renault Digital? Là, on avait toute une stratégie de déploiement de l'agilité à l'échelle. On a commencé le déploiement de l'agilité à l'échelle avec les comités de direction des différentes DSI. C'est-à-dire, on allait les voir en disant, vous allez demander à vos équipes de devenir agiles, et agiles à l'échelle.
on vous propose de devenir exemplaire et de vous-même, conduire votre transformation d'agilité à l'échelle en agile. Et ce qui est top, D'accord. c'est Ça, c'est ce que tu as proposé au RH. que j'ai proposé ça au CODIR, hein, non, pas au Au RH. codir. D'accord, niveau codir. Donc, tous les directeurs, les managers, et ils ont fait un top là, ils étaient d'accord. Donc, à partir du moment où tu as tous les comités de direction qui travaillent en agile, qui font en agile leur transformation agile, et qu'on doit, à un moment donné, se retourner vers les RH, on commence à avoir beaucoup d'alliés. C'est-à-dire que c'est pas simplement les coachs agiles, Mmh. les Scrum Masters, ou nous, on est un pôle agile, hein, qui arrivent en disant bah, il faudrait faire ça. On prend un top manager, on prend un manager et des opérationnels, on va voir les RH en disant pour mieux travailler, nous avons besoin de ça. Et ça va permettre ça. Et donc, c'est là où les RH ont été très compréhensifs. Comme je te disais, hein, c'est eux, ils nous ont dit OK, hein, mais vous nous fournissez le kit qui va avec. Et c'est là où c'est important. C'est quelque chose peut-être on a sous-estimé. Et on aurait dû aussi aller voir les RH en disant est-ce que vous voulez travailler en agile? Ouais, C'est tout quelque à chose fait. d'assez étonnant. En fait, tu as réussi à basculer finalement une marche, contrainte à une adhésion finalement et comme c'est parti par la contrainte avant l'adhésion, c'est peut-être ça qui peut freiner, les RH à participer à Oui, ce type d'initiative. bah, c'est surtout que c'est une remise en cause quelque part de leur job, hein. Enfin, c'est-à-dire que quand tu as les opérationnels et les managers qui viennent leur voir en disant bah voilà, on veut cette telle évolution, c'est compliqué pour un RH d'arriver en disant bah non, en fait c'est mon job quoi. Puis en plus, vous me donnez du boulot en plus, sachant que il n'y a pas beaucoup de RH finalement. Quand tu regardes le ratio des RH par le nombre d'employés, c'est pas fou, quoi. Enfin, se dire les RH font déjà énormément de choses. Et ils nous ont expliqué très gentiment à un moment donné, quand on arrivait avec tous nos changements, parce que nous on y allait un peu fort, hein, Oui. que simplement donner le décompte des vacances acquis ou je sais plus reliquats, etc. Ça leur prenait 50% de leur temps dans certaines périodes de temps. Enfin, tu vois, nous on est arrivé avec tu sais, le côté très fleur bleue du coach agile en disant ouais on va tout Et tu la changer. vraie vie, de l'opérationnel RH qui doit délivrer, quoi. Exactement. Et donc, et c'est ce qui est cool, c'est que on avait quand même un long passé de travail avec eux, comme on est aussi organisme de formation pour Renault, mais en externe. Alors, on avait déjà créé des relations de travail assez durables. Donc, au bout d'un moment, bah, c'est là où intervient quelque chose qui est top, c'est la délégation. C'est-à-dire que, comme je disais, hein, les RH nous ont délégué leurs contraintes légales et leurs livrables obligatoires en disant, bah, remplissez ça. Après, on va le retravailler ensemble parce que, bon, évidemment, c'est pas notre job, hein. Et après, on va pouvoir avancer. Donc, c'est là où la bascule s'est faite. C'est-à-dire que, ouais, on a créé une relation de confiance. Eux, ils nous ont toujours exposé leurs contraintes, et puis on a bossé avec eux, et on a pris certains rôles en charge pour leur permettre de pouvoir faire avancer, on va dire, la machine, quoi. Je pose une fausse question, je rigole avant. C'est est-ce que selon toi finalement, sans, cette participation, des RH, le passage à l'échelle aurait fonctionné? Non. On peut pas se soustraire à toute cette. En fait, les RH, hein, souvent on les voit comme des gens qui sont, enfin, voilà, qui sont obligatoires et qui ramènent des processus qui sont dissociés de notre réalité. Mais en fait, c'est des gens qui sont porteurs du légal. C'est des gens qui sont porteurs des processus, des parcours sociaux, par exemple. Mmh. Typiquement, pour faire une réorg, si on n'a pas les RH avec nous, ben, c'est sûr qu'on va pas être dans la légalité. C'est aussi eux qui nous Qui sont permettent garants. d'avoir. Oui, faire une éval en agile, je sais pas faire. Je veux dire, voilà, à un moment donné, ils prennent en compte l'agilité. Tu fais une éval toutes les 3 semaines. Voilà, tu vois, et c'est pas possible parce que une éval toutes les 3 semaines, tout d'un coup, tu te dis, bah voilà, tu as un manager pour 10 personnes, il consacre 1 heure, bah voilà, il a pris 1 semaine sur 1 mois, c'est pas possible. Compliqué, ouais. Ouais, donc, non, ce que nous, on a constaté, ce qui est vraiment important, c'est dans un des facteurs clés de succès d'une transformation d'agilité et surtout d'agilité à l'échelle, c'est avoir des RH forts et embarqués dès le début. Et c'est là où nous, on a été un peu présomptueux au début, c'est que je parlais d'être de mission, je parlais de formation, etc. On a cru qu'on pourrait aller faire sans eux. Et bah, on a été rattrapé par la vie, quoi.
Donc, il faut qu'ils soient embarqués. Il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là le plus tôt Et possible. et du coup, dans le giron des RH, on a parlé un peu, de tout ce qui est syndicat. Alors je sais pas si tu en maîtrises, sur ce sujet-là, mais pareil, quand tu fais une réorg, finalement, les RH vont présenter ça au syndicat, donc ça veut dire qu'il y a un côté évangélisation, de ces organismes qui font partie intégrante de la vie, d'une boîte comme Renault. Comment ça s'est passé avec eux? Ils ont compris la valeur, ça a été compliqué aussi, Alors ça, c'est un de nos gros succès en plus. Ça, j'avais oublié cette partie-là. Moi, j'ai formé les partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'au moment de passage à l'agilité à l'échelle, pour éviter d'avoir une levée de bouclier syndical, hein, il faut imaginer, on est dans dû à la... Enfin, l'incompréhension ou non, mais oui, enfin, historiquement, les syndicats côté industrie automobile, ils sont assez forts et régulièrement, ils font des grèves pour faire avancer on va dire, leurs acquis sociaux ou surtout les garder. Et ben, en fait, le top management, là, c'est pour le coup, on parle de notre ancien PDG, hein, parce qu'on a changé de PDG plusieurs fois. Notre ancien PDG a dit, écoutez, légalement, je dois juste vous informer et vous expliquer. Moi, je veux aller plus loin. En fait, si vous voulez, on peut vous sensibiliser ou vous former à l'agilité. Et là, en tant que coach agile et formateur, c'est génial. Enfin, moi, je suis allé me heurter à un représentant syndical qui a 20 ans d'expérience dans une usine de production de bagnoles. Et ouais, qui est très concret, quoi, finalement. Lui, très pragmatique, quoi. oui, et puis lui, sa problématique, enfin, c'est la qualité de vie au travail, mais pas la version édulcorée qu'on a aujourd'hui, hein. La qualité de vie au travail sur une chaîne de prod, c'est comment la personne, elle arrive à survivre tant physiquement que moralement, parce que Ouais, tout à fait. on produit une voiture toutes les minutes, quoi. Enfin, c'est un cadencement dur. Et ben, quand on va devant des syndicats en disant, ben, en fait, nous, on n'est pas plus intelligents que les autres, on n'est pas meilleurs que les autres, on va pas vous expliquer une méthodologie de travail by the book et on va faire A, puis B, puis C et ça sera égal à D. On va arriver avec le manifeste agile et ses 4 valeurs. Et quand on est arrivé avec la première valeur en disant, ben, la première, c'est ma préférée, hein, je la cite depuis le début, mais c'est individu interaction plus que processus et outils. Là, pour le coup, on sait parler à un syndicaliste ou un représentant syndical. C'est-à-dire que le gars, on est en train de lui expliquer la force de la discussion sera pour nous plus valeureuse que la mise en place d'un processus assez inhumanisé. Ouais, Et, finalement, tu as aligné les valeurs. Tu as dit ce qu'on veut mettre en place, c'est a priori les valeurs que tu as, toi, dans ton rôle de protection, des salariés, quoi. exactement. Après, l'enjeu, c'est une fois qu'on est arrivé avec ces belles valeurs et les principes et les idées sous-jacentes, c'est comment ne pas décevoir. Et là, ça a été plus dur parce que au final, la mise en œuvre, c'est pas un coach agile tout seul ou une armée de coachs agiles tout seul qui la mettent en œuvre. C'est Mmh. du top management, des opérationnels, des enjeux de pouvoir, des guéguerres d'ego. Et donc, bah, voilà, les syndicats ont été plutôt favorables, ils étaient plutôt contents. Après, dans la mise en œuvre, on est toujours sur quelque chose de compliqué. Mais voilà, ils ont été très, 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 comment dire, intéressés. Moi, ils sont venus se faire former et ils nous ont fait des feedbacks extrêmement intéressants du genre, moi j'ai un représentant syndical qui, à la fin de la formation, au milieu de la formation plutôt, est venu me voir en disant: je n'aime pas du tout tous ces anglicismes, parce que moi qui ne connais rien à l'agilité ou au digital, hein, moi je suis dans une usine, ça me met en posture de faiblesse et d'incompréhension. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un effort et essayer de vulgariser et franciser un peu tous ces termes pour que nous puissions nous comprendre ce que ça veut dire pour nous et pas se retrouver en posture un peu de faiblesse par rapport à vous. D'incompréhension. Oui, ils voulaient s'approprier les termes, quoi. Et quand tu as des feedbacks comme ça, c'est génial parce que, enfin, voilà, tu te rends compte que, en fait, simplement le langage utilisé peut permettre, en fait, sans le vouloir, hein, c'était pas du tout notre Ouais, ou non intention. d'exclure ou d'inclure des gens, quoi. Exactement. Et tu utilises en plus les termes qu'il a utilisés. Le terme d'exclusion était très important pour lui. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Oui. Et c'est là où, en fait, le plus gros frein à la mise en place de l'agilité à l'échelle et de l'agilité en sens général, hein, c'est pas les RH, c'est pas les syndicats, ce sont les égos. C'est
À un moment Je donné, pense que ça transcende l'agilité, ça. oui, C'est une bah, organisation. c'est quelque chose d'assez compliqué, hein. Moi, souvent, je me retrouve devant des directeurs, des top managers qui ont construit leur carrière sur une façon de travailler assez proche du cycle en V, hein, parce que pour avoir été formé au cycle en V, je le vois jamais vraiment respecté, hein, mais on dit que c'est du cycle en V parce qu'on veut pas dire que c'est quelque chose vraiment d'hybride ou de mal fait. Et le gars, il a construit sa carrière sur plusieurs années. Il est devenu le top du top de, de l'entreprise, on l'a valorisé, hein, donc il a grimpé les échelons et je lui explique tout d'un coup, mais en fait, tout ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu es quelqu'un de valeureux et d'important pour l'entreprise, en fait, ça vaut plus rien et on va le changer. Bah, c'est vrai que vu de sa fenêtre, il y a un petit côté injuste, c'est qu'on change les règles du jeu en cours. Donc tu as joué un jeu avec ses règles pendant 20 ans, tu es arrivé tout au bout et puis là on te dit, «Non, non, alors en fait, c'est un autre jeu» et en fait dans cette nouvelle règle, tu as plus le même poste. C'est peut-être ça aussi qui freine le middle top management à passer à l'agilité. C'est de se Oui, dire: c'est là. «Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je me réinvente? Comment je vais être utile à mes équipes?» C'est-à-dire, c'est peut-être plus mon expertise pointu sur un domaine qui va être utile à mes équipes, c'est plus ma transversalité dans l'entreprise. Et c'est ça qui est difficile à appréhender pour tous ces profils. Oui, et surtout dans une culture française où, je sais pas, hein, mais on parle encore de l'école que la personne a faite après 40 ans d'expérience, hein. C'est-à-dire que et voilà, le pouvoir du passé et de l'expérience, de ce qui se passe derrière, enfin de toute sa construction est très très important. Là où dans une culture anglo-saxonne, le gars, on va le voir en disant, bah voilà, il y a une nouvelle opportunité là pour faire plus de thunes. Enfin, lui, il va oublier ses diplômes, ses expériences en disant, ouais, génial, je vais faire plus de thunes. En France, le type, il va nous dire, bah non, attendez, moi j'ai fait une grande école, hein, j'ai fait Polytech, enfin, Polytech il y a 40 ans, c'est pas Polytech aujourd'hui, mais j'ai fait Polytech, j'ai fait tout ce parcours-là, on ne peut pas jeter ça parce que c'est mon identité, c'est ce qui m'a construit, et vous êtes en train de m'attaquer, en fait, non pas sur mon job, mais personnellement. En fait, c'est là où c'est Oui, pour ça va qu'il y ait au-delà de... oui. Et c'est là où il faut que nous, on soit fin en disant, bah non, en fait, on n'est pas en train de t'attaquer toi personnellement. Donc c'est là où je reviens à mon idée d'ego, hein, parce que là, on est en train d'ébranler son ego en disant, bah écoute mec, tu vas changer et tu dois changer. On est plus en train de dire, en fait, c'est une continuité normale et naturelle. Et c'est là où il y a eu ce gros mensonge. Enfin, moi, j'y crois pas trop avec ces idées de génération X, Y, milléniale, etc. En disant, mais c'est parce que la génération qui arrive là, elle est différente que tu dois changer. Non, c'est pas la génération qui arrive qui fait que la personne doit changer, c'est la société globalement a changé et quelle que soit notre génération, nous devons nous adapter. Et, c'est un gros travail en fait ça. Ok. Bon, merci beaucoup Mehdi d'avoir participé à ce podcast Agile comme un panda. Ouais, j'espère que tu as passé comme moi un bon moment. Et, je terminerai sur une dernière question. Ce serait quoi les prochains défis, ton prochain défi ou les prochains défis chez Renault Digital? Eh bien, j'ai passé un excellent moment et pour répondre à la question, mon défi, il est en cours. C'est en gros, dans Safe, on essaie de relier vraiment la stratégie de l'entreprise jusqu'à l'activité opérationnelle. Et ben, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on est dans un momentum côté Renault, hein, c'est-à-dire que là, on est vraiment en train de faire un virement stratégique majeur dans l'entreprise. Et ben, on est en train de travailler sur comment arriver à ce que cette nouvelle stratégie d'entreprise puisse être compréhensible et incarnée jusqu'à l'opérationnel, jusqu'à la petite main qui est derrière son clavier et qui est en train de développer un nouveau produit. Et ça, c'est notre gros challenge et c'est plutôt passionnant parce que pour le coup, stratégie d'entreprise, ça reste souvent très abstrait et de haute voltige. Et quand à un moment donné, on doit arriver à faire des liens avec les portfolios, avec ce que nous on est en train de mettre en place, les OKR et ainsi de suite, bah, ça prend forme et ça devient très concret. Et voilà, quand il écrira ses lignes de code, le développeur, j'espère que d'ici peu, alors peu, c'est à l'échelle d'une entreprise, il saura pourquoi il l'écrit. Génial. J'espère que tu seras là dans le podcast Agile comme un panda pour nous en parler. Avec plaisir. En tout cas, merci à tous, merci Mehdi, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Agile
comme un panda.